Bonjour à tous, bienvenue pour cette dernière conférence du cycle de l'axe Brain Health, où Bruno Falissard nous fait l'honneur et le plaisir de venir partager avec nous son point de vue très original sur la santé mentale, en combinant des approches biologiques, statistiques et individuelles de la santé mentale. Et je laisse la parole à Christophe pour dire deux mots pour le présenter. Bien difficile en fait. Alors Bruno, on se connaît depuis longtemps, on était ensemble à l'alma mater de Villejuif, mais c'est quelqu'un qui a un CV tout à fait étonnant, polytechnicien, marathonien, coureur de raid, voilà, et puis psychiatre, pédopsychiatre, ayant une activité clinique, et donc directeur du centre du CESP, du centre d'épidémiologie de Villejuif, qui est donc le deuxième centre en France. Voilà, et donc c'est le premier. C'est un très très grand plaisir de t'accueillir, Bruno. Alors vous allez voir, c'est quelqu'un qui a une pensée profondément originale, c'est pas si fréquent que ça, avec du recul, avec une pensée assez globale, et déjà, moi je trouve ça vraiment très bien. Et bien une première originalité, c'est qu'il n'a pas de diapositive. Voilà, donc c'est vraiment une conférence telle que de temps en temps, c'est vraiment bien de les avoir sans slide. Merci Bruno. Eh bien, bonjour à tous. Moi, je suis très honoré et très ému d'être là. On s'était vu en visio avec beaucoup d'entre vous il y a quelques mois, etc. Et du coup, ça me fait plaisir d'être là et de parler de science et de médecine. Et sur des choses d'actualité. Il s'est passé quelque chose en Nouvelle-Aquitaine il y a quelques mois, il y a même quelques années. Peut-être que vous savez que l'Agence régionale de santé avait décidé de transformer les CMPP, les centres médico-psychopédagogiques, en unité de dépistage des troubles neurodéveloppementaux pour améliorer la santé mentale des petits Aquitains. Et alors, pourquoi pas, hein, moi je ne discute pas, c'est leur boulot, voilà. Mais rien que sur les mots, parce que quand on fait de la science, on est bien obligé de définir les choses que l'on étudie. Donc pour améliorer la santé mentale des petits Aquitains. Qu'est-ce que c'est la santé mentale? Avec le Covid, on a parlé beaucoup de santé mentale, où on souffre, etc. Mais personne ne se demande jamais, mais finalement, de quoi on parle. Alors, dans la définition de l'OMS, c'est le bien-être, etc., la réalisation de soi et accomplir un travail productif. Donc l'ARS de Nouvelle-Aquitaine, c'est bien, s'occupe du bien-être des enfants et de leur réalisation d'eux-mêmes et d'accomplir un travail productif, et ça dans le cadre d'un soin psychiatrique. Et même ils appellent ça des problèmes neurodéveloppementaux. Alors vous connaissez la définition d'un trouble neurodéveloppemental ? Alors c'est curieux parce que même quand on en parle entre pédopsychiatres, en fait, ça fait la même impression, il y a un blanc, en fait. Parce que, alors la définition Princeps donnée par Michael Reuter dans son livre, 5e édition, un gros bouquin de pédopsychiatrie, trouble neurodéveloppemental, c'est une anomalie de développement du système nerveux central qui aboutit à un fonctionnement mental déviant. Et donc, du coup, quand on dit on veut améliorer la santé mentale, donc le bien-être et la réalisation de soi et le travail productif, on s'intéresse aussi à des gens qui ont une anomalie de développement du système nerveux central et qui conduit à un fonctionnement mental déviant. Et en plus, c'est encore plus compliqué parce qu'aujourd'hui, parmi les troubles neurodéveloppementaux, il y a l'autisme. Quelle est l'autiste la plus connue sur la planète? Greta Thunberg. Et alors vous me direz de quel droit tu dis qu'elle est autiste, c'est elle qui le dit. #AspiPower. Donc elle dit qu'elle est autiste, donc nous disons, et l'ARS aussi, qu'elle a un fonctionnement mental déviant avec une anomalie du développement du système nerveux central. Et donc en termes de santé publique, on en est là aujourd'hui. Et donc, alors, ça pose un problème de santé publique, mais deux, ça pose un problème de scientifique. C'est que quand nous faisons de la recherche sur des facteurs de risque, sur de l'épidémiologie descriptive, des prévalences, etc., que mesure-t-on? Quels sont les sujets à qui nous nous intéressons?
Et donc je vous propose d'essayer, pendant ces demi-heure, trois quarts d'heure, d'essayer de déconstruire tout ce truc-là qui se passe, et on sent bien d'ailleurs qu'il y a un malaise, on sent bien que, d'ailleurs vous voyez en ce moment, il y a des problèmes de tentatives de suicide d'adolescents aux urgences, je vois qu'il y a mes collègues qui sont ici, et personne ne prononce le mot psychiatrie, ou très peu, hein, nos politiques, et même les psychiatres ont du mal à prononcer le mot psychiatrie, et c'est pas qu'en France, hein, il y a des Institutes of Mental Health partout. Donc il y a une espèce de malaise autour des mots et des concepts qui vient du fait qu'on ne sait plus de quoi on parle, parce que même dans notre tête, on ne sait plus vraiment définir les choses. Et ça s'explique bien, c'est que vous savez que la psychiatrie, ça a à voir avec les maladies de l'âme, mais l'âme, c'est quand même un sujet bizarre, et donc surtout pour un scientifique. Donc si on ne sait pas parler d'âme, alors du coup, on ne peut plus parler de psychiatrie, et du coup, on ne peut plus faire de science. Donc du coup, on va déconstruire et puis essayer de reconstruire. Alors, il y aura trois parties. Une première partie de déconstruction, une deuxième partie théorique, d'essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là, et une troisième partie, finalement, aujourd'hui, les choses bougent beaucoup. Il faut profiter de cette opportunité que ça bouge beaucoup pour construire ça de façon positive. Alors, on déconstruit. D'abord, la psychiatrie, ça fait partie de la médecine. C'était pas évident il y a un certain temps. Ça a été discuté. Hein. Mais en fait, la psychiatrie fait partie de la médecine dans tous les pays du monde. Voilà, c'est comme ça. Donc on pourra en discuter après. Pourquoi ça fait partie de la médecine? Il y a des explications à ça, en fait. C'est logique que ça fasse partie de la médecine. Mais ça n'allait pas de soi, mais c'est la réalité. Et la médecine, eh bien, dans nos pays, et en fait c'est partout pareil, ça fait partie de la biologie. D'ailleurs, vous savez, souvent, au lieu de dire recherche médicale, on dit recherche biomédicale. Et quand vous regardez l'enseignement dans les facultés de médecine, quand on forme un médecin, il y a environ 600 heures de biomachin, de biomathématiques, de biostatistique, de biochimie, d'histologie, d'anatomie pathologique, de physiologie, etc. 600 heures. 20 heures de statistiques, un petit peu plus avec la lecture critique d'articles, qui est notre succès d'enseignement, et puis 3 heures de psychologie médicale, parfois 0, parfois 10. Donc vous voyez comment on construit la pensée du jeune médecin, on l'a construit avec une pensée biologique, et ça vient d'où? Ça vient du succès de la médecine occidentale qui est venue avec la physiopathologie, on va dire en termes symboliques avec Claude Bernard qui dit en fait quand quelqu'un est malade, c'est qu'il a une maladie, quand il a une maladie, c'est qu'il a un organe qui ne va pas bien, si on comprend pourquoi l'organe ne va pas bien, alors on traite la cause et donc on guérit le malade, et ça marche en particulier avec les maladies infectieuses bactériennes qui avaient à l'époque et qui tuaient des millions de personnes, en particulier d'enfants, hein. Il y a 200 ans, un enfant sur deux ne dépassait pas l'âge de 5 ans, en grande partie à cause des maladies bactériennes. Donc bien sûr, succès absolument colossal, plus la vaccination, autre succès absolument colossal. Merci les vaccins. Et donc, ce succès considérable de la pensée biologique moderne a conduit au fait que, ici, il y a une faculté de médecine avec des pneumologues, des gastro-entérologues, des dermatologues, c'est-à-dire il y a des spécialités d'organes. Vous voyez jusqu'à quel point la biologie imprègne la pensée clinique. Et d'ailleurs, pendant longtemps, ceux qui n'étaient pas responsables d'organes étaient de demi-médecins. Hein, l'urgentiste, le médecin généraliste, le gériatre, même le cancérologue. Pendant longtemps, ce n'était pas des spécialités médicales autonomes, c'était des médecins un peu en dessous. Et alors le psychiatre, alors là, voilà. Est-ce que c'est une pensée d'organe? Alors ça a toujours été un petit problème, parce qu'on va dire c'est le cerveau. Non, le cerveau, c'est les neurologues, bien sûr. Encore que, mais oui, mais alors bon. Donc voilà, on apprend la biologie, et c'est logique, hein, parce que grâce à la biologie, on comprend ce que c'est que l'ARN, et on fait des vaccins ARN, et encore une fois, merci les vaccins ARN, il n'y a rien à dire contre ça, hein, c'est juste le principe de réalité. Alors,
néanmoins, en tant que scientifique, quand on regarde cette pensée biologique, quand même, c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est que structure-fonction, par exemple, le rein, dans l'imaginaire collectif, ça élimine les déchets qu'il y a dans le sang, et puis voilà. Hein. En fait, c'est beaucoup plus compliqué, il y a une fonction endocrine, et puis plus on connaît le rein, plus on se rend compte que c'est compliqué, et plus on connaît un organe, plus on se rend compte que cet organe est compliqué. Et parce qu'effectivement, le vivant, c'est très, 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 très compliqué, au sens où c'est très, très, très multivarié, en interaction, etc., etc. Mais en première approximation, quand même, le rein, ça élimine des choses. Alors c'est vrai qu'aussi, en termes scientifiques, aujourd'hui, on a fait tellement de progrès en biologie, je ne sais pas si vous allez à une conférence de cancérologie, d'immunologie, et que vous regardez les diapositives, on n'y comprend plus rien tellement qu'il y a de flèches. Avec des ARN, des trucs, des machins, des flèches, etc., 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 etc. On voit, et on reviendra là-dessus tout à l'heure, on voit qu'ils sont limités par leur système de représentation des connaissances. Ils n'arrivent plus à parler de ce qu'ils font, tellement que c'est compliqué. Alors j'ai parlé de l'immunologie, de la cancérologie, et puis il y a les neurosciences. Alors, c'est compliqué. Les neurosciences, c'est compliqué. Parce que le cerveau est un truc compliqué, c'est un ensemble de cellules en interaction très forte, c'est non linéaire, voilà, donc à décrire, et c'est même pas homogène et isotrope, voilà. Alors néanmoins, les neurosciences, il y a des milliards d'euros avec des grands scientifiques et il y a des résultats absolument spectaculaires sur ce qui se passe, et ça c'est incontestable. Alors après, en ce moment se pose la question de l'impact clinique de ces résultats. Puis vous savez peut-être que le directeur du NIMH, National Institute of Mental Health, Thomas Insel, il a écrit, il avait 1,5 milliard de dollars de budget annuel pendant 15 ans. Donc il dit, j'ai dépensé 20 milliards de dollars, on a trouvé des trucs super, ça n'a pas beaucoup servi aux patients. Voilà, il a écrit ça en février 2022. Et c'est un peu vrai. Et donc ça, c'est une curiosité quand même, alors on peut dire c'est horrible en termes de santé publique, mais au-delà de ça, c'est la vie, hein, on fait de la recherche, puis parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Ça a marché un petit peu, mais vraiment très peu, c'est vrai. Hein. C'est vrai. Et puis de la même façon, il y a un papier qui est paru dans Translational Psychiatry sur le rôle de la sérotonine dans la dépression, qui était quand même un truc qui était une évidence. Hein. D'ailleurs, les antidépresseurs sérotoninergiques, ça a à voir avec la sérotonine. Même pour les neuroscientifiques aujourd'hui, c'est pas si sûr que ça. Donc vous vous rendez compte à quel point... alors peut-être que je suis biaisé dans ce que je vous rapporte, mais c'est quand même publié. C'est juste la réalité, c'est publié. Et c'est des chercheurs neuroscientifiques qui publient ça. Alors... Après, ok, voilà, c'est comme ça, mais la pensée biologique a quand même eu un impact sur notre représentation de nos patients. C'est que, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais quand on dit la dépression, c'est un problème de sérotonine. La schizophrénie, ça a à voir avec la dopamine. Et vous voyez, ça a à voir avec. C'est-à-dire que j'énonce une loi et c'est assez agréable. Parce que vous imaginez, vous avez un patient en face de vous, déprimé ou schizophrène, c'est très compliqué. Ça remue beaucoup d'émotions au niveau de la famille, etc. Et vous avez à gérer ça et tout d'un coup vous dites, mais on sait ce que c'est, ça a à voir avec la dopamine et d'ailleurs je vais vous donner un médicament qui va aller contre ça. Et donc vous allez voir, il va aller mieux. Et en plus, il faut être honnête, ça marche, le médicament, il marche. Donc vous avez un récit qui se sert de la physiopathologie dans la clinique. Vous énoncez une vérité sur le sujet. Le problème, c'est est-ce que ça correspond vraiment à ce que la science se dit? Et ça, c'est une question quand même qu'on doit se poser. Quelle est la légitimité de notre discours? Est-ce que c'est juste un alibi pour calmer ce qui se passe dans la consultation, ou est-ce que c'est quelque chose qui correspond à la réalité que l'on observe en tant que scientifique?
Et puis en plus, ça pose un autre problème, c'est que du coup, quel est un problème ontologique, pour le dire comme ça, c'est que du coup, quand un sujet, c'est un patient psychiatrique, donc atteint, il est en souffrance en tant que sujet pensant. Donc je m'intéresse à lui en tant que sujet pensant. Mais du coup, comment les neurosciences me décrivent ce sujet en tant que sujet pensant? Eh bien, il est un système traitant des informations. C'est la définition des sciences cognitives, des neurosciences cognitives, c'est-à-dire il y a des informations et je les traite avec mon cerveau et j'agis. Alors le problème, c'est que, donc, je suis sûr que vous êtes en train de vous dire, ben oui, nous sommes des systèmes traitant une information, on a un cerveau, on traite les informations. Ben oui, mais le soir, quand vous rentrez chez vous et que vous trouvez votre copain ou votre copine, est-ce que vous lui dites, salut, mon système traitant de l'information? C'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'être comme ça. Alors vous me direz, ah oui, mais on n'a pas forcément envie d'être qu'on est vraiment. Ben oui, mais le patient, il n'a pas envie qu'on le prenne comme ça. Et puis est-ce qu'un psychiatre, il a à se considérer lui-même et les autres comme un système traitant une information? Donc, et peut-être, ça n'empêche pas, peut-être qu'on est des systèmes traitant une information, c'est pas la question. La question, c'est dans le soin, comment on doit être avec l'autre. Et c'est pas tellement abordé, ça. C'est une éthique de l'utilisation de la science dans le soin. Alors, donc ça c'est la biologie, ok, du très bien, et puis des interrogations. Alors, dans la recherche médicale, ici, vous ne faites pas que de la biologie, vous faites aussi des statistiques. Ça, c'est une révolution de la deuxième moitié du XXe siècle, où on se rend compte que la biologie ne suffit pas. Trouver la cause des maladies, ça ne suffit pas pour les soigner. Savoir qu'un cancer du poumon, c'est dû à cause du tabac, ça ne sert pas à grand-chose pour le soigner. Et donc, à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, on fait des statistiques, et c'est aussi un succès considérable. L'avancée des thérapeutiques vient en grande partie des essais randomisés. Les essais randomisés, c'est de la statistique. Il y a très peu de biologie dedans. Hein. C'est une autre façon de penser, beaucoup plus pragmatique, mais qui pose aussi problème. Et alors, il y a plein de statisticiens ici. Honnêtement, quand on dit que dans un essai randomisé, le traitement A marche mieux que le traitement B, qu'est-ce qu'on dit vraiment? Si j'ai un patient en face de moi et je dis, voilà, vous avez ça, je vais vous donner ce traitement, il est efficace, c'est démontré dans un essai randomisé, qu'est-ce qu'on lui dit à lui? C'est un peu un tabou chez nous. Hein. C'est un peu un tabou. Et entre nous, c'est très compliqué. J'y ai réfléchi des dizaines d'heures. Hein. Je ne sais toujours pas vraiment ce qu'on peut dire. Et régulièrement, dans des jurys de thèse, je pose cette question qui est abominable. Et ça suscite toujours... C'est que, figurez-vous que quand on regarde dans le détail technique de l'essai randomisé, quand on randomise par bloc, etc., vous savez, à la fin, on fait un test T, un test d'Aikido, on ne devrait même pas faire ça, on devrait faire des tests de permutation, parce qu'en fait, quand on tire au sort, finalement, on est dans un ensemble de patients qu'on a randomisé au sein de cet ensemble de patients. Et c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. C'était mon maître Joseph Lelouch qui me dit, oui, en théorie, on devrait faire des tests de permutation, ça donne le même résultat. Donc, en fait, c'est pas grave. Ben oui, mais en fait, vous voyez, même, on l'enseigne même pas. On enseigne qu'il faut faire un test T, mais si on fait un test T, ça veut dire quoi sur la pensée qu'il y a derrière? Mais c'est-à-dire que, en fait, derrière l'essai randomisé, c'est comme si on clonait à l'infini les sujets inclus, qu'on en avait tiré au sort un échantillon, et que quelque part, l'échantillon qui a A et l'échantillon qui a B sont un reflet non biaisé de cette population infinie, et que donc, ceux qui ont, dans le groupe A, j'ai un estimateur de ce qui se passerait dans cette population s'ils avaient tous eu A, et dans le groupe B, j'ai un estimateur de ce qui se passerait dans toute la population s'ils avaient eu B, et donc, du coup, toute chose égale par ailleurs, je peux comparer A à B.
c'est d'une abstraction vertigineuse. Et à partir de ça, on dit aux gens que le traitement est efficace et que pour eux, vraisemblablement, ça va marcher. Eh bien, pourquoi alors, si on fait de la santé publique, il n'y a pas de problème. On va dire en moyenne, ça marche mieux. Donc, je peux mettre de l'argent et puis on va rembourser plutôt A que B, parce qu'en moyenne, ça pose pas de problème. Mais pour un patient que vous avez en face de vous, pourquoi on peut se permettre de dire ça? Alors, il y a une explication, mais elle est extrêmement psychologique. C'est qu'en fait, quand nous faisons des choses en espérant que ça se passe bien pour nous. Mais comment on fait pour anticiper que ça va bien se passer pour nous? Eh bien, en fait, on regarde tout ce qui se passe autour de nous quand les autres font un peu la même chose. Et on se dit, en général, quand ils font ça, eh bien, ça marche plutôt bien. Donc, je vais faire pareil. Et donc, les humains, en permanence, se calent sur une communauté qu'il y a autour d'eux. Et donc, les linguistes disent même que le « on », ça vient de ça. Vous voyez, « on fait ça ». C'est-à-dire que le groupe fait ça. Le groupe fait ça. Et donc, nous avons tendance spontanément à penser en termes statistiques quand nous agissons. Et donc, du coup, ça marche en consultation. On va dire... je vais vous donner ça, en général ça marche. Alors on va dire statistiquement, etc. Mais ça veut dire en général ça marche. Et en fait on comprend. Mais vous voyez, c'est quelque chose de très subtil et qui là aussi je trouve n'est pas assez verbalisé. Alors ça a quand même un effet. Alors ça a un effet positif, c'est qu'en moyenne ça marche. Statistique, en moyenne ça marche. Si vous n'êtes pas un outlier. Mais en moyenne, on n'est pas un outlier. Donc, voilà. Alors après, ça a un inconvénient, c'est que, du coup, il n'y a plus d'outliers. Vous voyez, c'est-à-dire que, or, nous sommes tous des outliers un petit peu. Et donc, on le voit, le médecin est conditionné, comme il doit aller vite, le médecin est conditionné. C'est Madame Machin, elle a un diabète de type 2, un syndrome métabolique, etc., etc. Vous voyez, elle a un syndrome métabolique, c'est une pensée moyenne. Elle a un syndrome métabolique, je vais traiter comme ça. Ça n'est plus Madame Machin, c'est un syndrome métabolique. Et tout le monde le dit. Enfin, d'ailleurs, récemment, c'est un collègue qui va voir un cardiologue et me dit « Ah ouais, il est super, c'est un robot, mais c'est un bon robot. » Voilà, et ça voulait tout dire, c'est-à-dire toc, 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 toc. Voilà, c'est. Alors bon, donc pourquoi pas, là aussi, pourquoi pas. Mais bon, peut-être je sens que dans la société aujourd'hui, nos concitoyens se plaignent un peu de ça quand même. Ils se plaignent de ça. Ils se plaignent du fait qu'il n'y ait plus de rencontres. Et d'ailleurs, il y a une anecdote, c'est que donc maintenant, il faut remplir les dossiers informatisés. Alors, vous voyez, est-ce que la HAS s'est intéressée sur le fait que quand on remplit un dossier informatisé, on ne regarde plus les gens, si on ne regarde plus les gens, on les soigne moins bien. Alors, est-ce qu'il y a un avis de la HAS là-dessus? Donc j'ai une collègue, vous savez, il y a beaucoup d'anesthésistes qui font de l'hypnothérapie maintenant, donc j'ai une collègue qui forme des anesthésistes comme ça, et donc elle dit le premier cours, elle dit voilà, alors c'est important de regarder les gens. Regardez-les et prenez du temps à les regarder, etc. Au deuxième cours, alors ils arrivent, il y en a qui lui disent « Vous savez, ça marche drôlement bien l'hypnose, depuis que je regarde les gens, en fait, ça se passe mieux. » Donc il y a un problème de rencontre. Parce que la rencontre, c'est pas de la biologie, ça ne s'explique pas avec la biologie, ça ne s'explique pas avec les statistiques, ça s'explique avec autre chose. Et c'est, alors là... il y a plein de livres écrits là-dessus, plein de cultures différentes, et on apprend beaucoup des cultures différentes. Donc, pour les Japonais, figurez-vous qu'ils ont quelque chose qu'ils appellent l'Aïda, qui est l'entre-deux. C'est-à-dire qu'en fait, quand nous sommes ensemble, entre nous se passe quelque chose. Et c'est en fait ce quelque chose qui est entre nous qui nous constitue comme sujet. C'est-à-dire, ce qui est premier, c'est l'entre-nous. Et c'est parce qu'il y a un entre-nous que le sujet se réalise lui-même. Si nous n'étions pas deux, nous ne pourrions pas être nous-mêmes.
C'est très fort comme... Et ils disent notamment qu'il n'y a pas de conscience de soi, il y a une révélation de soi qui arrive chez l'adolescent le jour où il est dans l'intersubjectivité forte en tant que jeune humain adulte et que dans la rencontre avec l'autre, il réalise qu'il est lui-même. Bon, alors... Et c'est vrai que il y a... Alors vous avez tous testé les visios, etc. Et qu'on voit bien que c'est pas pareil. La rencontre n'est pas la même quand elle est en ligne, quand elle est en vrai. Il y a des questions de coprésence, d'intercorporéité, de regard. Le regard est très important, de copensée. Et quelque chose qui est très important dans le soin, aujourd'hui où tout devient technologique, c'est qu'en fait, dans la rencontre avec le patient, eh bien, vous, en tant que soignant solide, en principe, vous aidez le patient à se construire à partir de ce que vous êtes. Et on ne se rend pas compte qu'on fait ça, mais quand on est soignant, eh bien, on aide le sujet à se construire parce que lui, étant malade, se rend compte qu'il va mourir. Or, on le sait, mais abstraitement, on ne veut jamais l'accepter vraiment. Et donc, le moment où on est malade, on le prend violemment, et donc il y a une espèce de dissolution de soi, d'angoisse énorme, de perte de repères, surtout qu'avant il y avait des dieux, etc., et que là il y en a un petit peu moins, et que du coup, le soignant est là pour apporter du sens. Le diagnostic fait partie de ça, mais non, vous allez mal parce que vous avez ça. Et donc, on va en parler, et pourquoi vous avez ça. Et donc, cette construction de l'autre à partir de mon savoir et de ce que je suis, eh bien, c'est la rencontre dans le soin, et c'est quelque chose de capital, et qui, malheureusement, et d'ailleurs, on en parle beaucoup aujourd'hui, eh bien, n'est pas tellement financé par la sécurité sociale. Puisque Zolgensma, le dernier médicament qu'on donne dans l'amyotrophie spinale, une injection pour un patient de 8 ans, ça fait 40 000 heures de pédopsychiatrie. Un patient, 40 000 heures. Donc on voit l'argent que l'on met dans la rencontre. Alors du coup, pourquoi on en est arrivé là? Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Si on est un médecin honnête, on fait les trois. C'est-à-dire que on a un patient en face de soi. Certes, il a un cerveau, voilà, et il y a des neurosciences, et je dois savoir ce que les médicaments font, les effets indésirables, je dois savoir s'il y a des biomarqueurs ou s'il n'y en a pas, etc., etc. Je dois savoir l'evidence-based medicine, parce que je dois savoir quels sont les traitements qui sont en pratique les plus efficaces, quels sont les facteurs de risque de récidive, etc. Et puis je dois savoir aussi ce que c'est que parler avec quelqu'un et être dans la rencontre. Mais vous voyez, ce sont trois savoirs qui sont clivés. Alors, là, du coup, il y a des gens qui disent que c'est comme ça. Voilà, que c'est clivé, et qu'on n'y peut rien, et qu'il faut apprendre à vivre avec ça. Et je trouve quand même que c'est... non seulement c'est ça en pratique, mais c'est ça pour la science. C'est-à-dire que il y aurait des biologistes, il y aurait des épidémiologistes et des statisticiens. Alors ils se parlent, ils se servent de leur savoir, mais ce n'est pas la même épistémologie. Et puis il y a la rencontre, c'est les sciences humaines et sociales, c'est encore autre chose. Donc on se parle, on se comprend vaguement, mais c'est des microcosmes différents, et puis voilà. Alors, avant, moi je trouve que c'est gonflé de dire ça comme ça, quoi. Et d'ailleurs les arguments sont faibles, je trouve. Et donc je vous propose, là, le temps passe, mais on va réfléchir sur les arguments. Qu'est-ce qui fait qu'on dit que ce sont des champs épistémiques différents et que du coup les professionnels, c'est-à-dire vous, ou vous faites des études qualitatives ou vous faites des études quantitatives, mais vous ne faites pas les deux, ce n'est pas la même épistémologie. Voilà. Donc c'est quelque chose qui a un impact concret dans la recherche. Alors figurez-vous que c'est très à la mode en ce moment cette question à cause des enjeux écologiques. C'est que, je vous vois écarquiller des yeux, mais il y a des gens qui disent que, à cause de la science qui objective tout, nous avons perdu conscience que, en fait, nous faisons partie de la nature. Elle n'est pas là et nous en train de la regarder. Vous voyez ? Donc il y a un débat épistémologique très fort et que l'on peut s'approprier. Alors,
le mot à la mode et le concept à la mode, c'est bifurcation de la nature. C'est un philosophe anglais qui était mathématicien, Whitehead, et qui est repris par des philosophes franco-belges et même américains, Isabelle Stenger, Bruno Latour, qui est mort il n'y a pas longtemps, etc. Alors ils disent quoi? Alors donc ils reprennent Whitehead, et Whitehead il dit qu'au XVIIe siècle il s'est passé quelque chose de très particulier chez les humains. Donc c'est la bifurcation de la nature. Et donc voilà, ben il y a... Alors nous ça nous paraît évident, hein. On ressort Descartes. Alors ça serait, c'est pas par francophilie, hein, c'est dit comme ça. Descartes dit, ben voilà, si on veut faire de la science, il faut d'abord simplifier les choses. Donc on va regarder les concepts clairs et distincts. Sinon on s'en sort pas. Après, il faut analyser, donc on réduit en sous-question, la réduction, donc idée claire et distincte, on réduit, on va progressivement du simple au complexe, et après on se critique entre nous. Ça ressemble à ce qu'on fait. Ça ressemble à ce qu'on fait. Alors, Whitehead, il dit, ben ouais, mais en fait, ça a eu une conséquence, c'est que avant les humains considéraient qu'il y avait un monde et que c'était eux qui interprétaient le monde. Il y avait la nature, quoi, et que, en fait, eux étaient dans la nature, la vivaient et l'interprétaient. C'est-à-dire, ils disaient, ben, la nature, elle est comme ça, et c'est moi qui dis qu'elle est comme ça. Et avec ce courant scientifique matérialiste, eh ben, c'est plus comme ça que ça se passe. C'est que, en fait, la nature nous envoie des choses. La nature envoie des ondes, elle envoie des électrons, etc. Elle est là, et nous, en fait, nous comptons les choses. On la regarde à l'extérieur. Nous ne sommes plus dans la nature, nous sommes des observateurs objectifs. Et c'est vrai qu'en tant que scientifique, on a envie d'être objectif. On a envie de regarder, d'ailleurs, observer, expérimenter, c'est quand même la base de l'approche scientifique. Et quand on observe et qu'on expérimente, on est en dehors. Et ça, vous voyez, l'enjeu écologique, c'est que si on est en dehors de la nature, nous sommes à part. Et donc, elle est là, et bon, on travaille avec elle, mais nous sommes à part. Alors que si on considère qu'on est à l'intérieur d'elle-même, alors ça change complètement de vision. Alors, je ne suis pas là pour parler d'écologie, mais c'est pour ça que cette question est très sensible aujourd'hui. Et donc, Whitehead et ses philosophes, ils disent, ben voilà, à ce moment-là, il y a eu une rupture entre le monde de la vie et le monde de la science. C'est-à-dire le monde de la vie de votre vie à vous, de tous les jours, quoi, tel que vous vivez en tant qu'humain. Quand vous allez boire un pot pour un happy hour à la fin, etc., vous êtes entre vous, vous vivez. Et vous voyez bien qu'à ce moment-là, vous n'êtes plus un scientifique, vous êtes un humain. Et que ils disent, voilà, il y a un clivage entre la vie des humains, tels qu'ils sont chauds, avec de la chair, etc., et puis le scientifique qui est un peu tout froid, qui regarde les choses, qui les observe à l'extérieur, et que ça, c'est un peu un drame. Alors, c'est un drame, sauf que ça a bien marché. Pourquoi ça a bien marché? Parce que c'est extraordinairement puissant. Parce que dire que il y a de la matière, il y a des forces, il y a des lois, et que nous, on construit des lois à partir de tout ça, ça nous permet de conceptualiser. On fait des régressions logistiques. Voilà. Il y a une variable à expliquer, il y a des variables explicatives. Vous voyez, on simplifie le monde de façon brutale. Hein. Une variable à expliquer, des variables explicatives. Parfois, on met une interaction, mais là, déjà, on est perdu. Donc, on n'en met pas. Et donc, tout est linéaire, additif, etc. Et on n'est pas les seuls à faire ça. Hein. Donc voilà, on simplifie la réalité à outrance, mais ça marche là aussi, c'est pas un reproche, ça marche, c'est extraordinairement puissant. La régression logistique marche très bien. On trouve plein de découvertes, plein de facteurs de risque. On fait même de la pharmacoépidémiologie, comment les médicaments marchent, etc., etc. Bravo. Mais vous voyez, ça simplifie le monde à l'extrême. Et que, bien sûr, on ne peut pas retrouver ce que vous êtes vous comme sujet vivant. Parce qu'à ce moment-là, on ne peut pas vous réduire avec la régression logistique. Alors, il y a quand même eu des scientifiques qui ont, des philosophes au sens que scientifiques, qui ont remarqué ça. Dès le 19e siècle, ils ont dit, si la science objective tout, c'est-à-dire si la science
observe et se considère, si le scientifique se considère en dehors et qu'il regarde toutes les choses comme des objets avec des lois et des choses, ben, forcément, le scientifique ne peut pas étudier l'humain. Il ne peut pas étudier l'humain en tant que sujet pensant. Puisque l'humain en tant que sujet pensant, c'est à l'intérieur de nous. Et donc si c'est à l'intérieur, ben, on ne peut pas l'observer comme si on était à l'extérieur. C'est le clivage objectivité-subjectivité. Et il dit, ben voilà, alors, il y a les sciences de l'esprit, il y a les sciences de la nature, il y a la subjectivité, il y a l'objectivité. Alors il dit un truc qu'on peut discuter, mais ça a eu beaucoup de succès chez les philosophes. On explique la nature, on comprend l'homme. Alors vous voyez ce que ça veut dire, c'est qu'on explique la nature, c'est-à-dire on trouve des lois, des facteurs, voilà, des variables à expliquer, des variables explicatives. On explique. Mais avec l'homme, on ne peut pas faire pareil, on peut le comprendre, c'est-à-dire on l'écoute parler, on écrit tout ce qu'il dit, et on fait de l'herméneutique, comme font les qualitativistes, on code, etc., et on le comprend. Mais on le comprend sans l'expliquer, avec des variables à expliquer, des variables explicatives. On le comprend comme ça, comme on comprend une poésie, comme on comprend un roman. Et voilà, et ben, ce qui s'est passé à partir de là, c'est le clivage sciences humaines, sciences dures, sciences molles, sciences dures, qu'on a encore aujourd'hui, où on se regarde en chien de faïence, un petit peu. Même si en santé publique, on essaie quand même de rabouter les choses. Et je suis sûr qu'ici, il y a des collègues qui font des études qualitatives, hein, et que vous arrivez à travailler ensemble. Donc, et on voit quand même que c'est faisable. Et donc, dans les 5 minutes qui me restent, est-ce que ce qu'ils disent là, Whitehead, etc., le fait qu'il y a de l'objectivité, de la subjectivité, alors c'est respectable, c'est des savants, hein, c'est des philosophes très connus, mais est-ce que c'est si sûr que ça? Moi j'ai l'impression que non, pas du tout, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, concrètement, ce qui est en train de se passer dans nos bouleversements scientifiques et technologiques, eh bien, on montre le contraire. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, à la fois dans les arts, dans les sciences et dans les technologies, on voit que les choses deviennent beaucoup plus compliquées que ce qu'on pensait. Alors, dans les technologies, il y a Google, enfin en fait, ils nous ont piqué la régression logistique. Hein. Ceux qui font de l'apprentissage profond, en fait, ils font plein de régressions logistiques. Hein. Sauf qu'en fait, ils font de la régression logistique avec 200 milliards de paramètres. 200 milliards de coefficients bêta. Donc c'est vertigineux. Eh bien, ce qui se passe, vous avez vu, hein, avec tous les objets technologiques qu'on a, quand vous faites une régression logistique, j'exagère, c'est pas une vraie régression logistique, mais finalement c'est pas si loin, avec 200 milliards de paramètres, quand vous lui posez des questions, vous avez l'impression que c'est un humain qui vous répond. Et en fait, vous voyez, pourquoi? Parce qu'effectivement, quand vous avez une variable à expliquer et 10 variables explicatives, vous ne pouvez pas représenter un être humain, il est beaucoup plus compliqué que ça. Mais si vous avez 175 milliards de paramètres, là, vous voyez, on n'est peut-être pas beaucoup plus compliqué que ça. On n'est peut-être pas beaucoup plus compliqué que ça, surtout si c'est non linéaire, avec des interactions, etc. Et la preuve, c'est que ça marche. Hein. C'est tout. Hein. Donc en fait, alors ça c'est en termes technologiques, vous voyez, c'est concret, c'est pas de la philosophie, c'est quelque chose de concret. Quand on dit que les lois, machin, etc., l'objectivité, ça ne rend pas l'humain accessible, sauf que on dirait que si. Alors ça c'est très concret. Mais vous avez des neuroscientifiques maintenant qui commencent à théoriser ça. Et là, il y a 10 ans, quoi. Hein. Et c'est vraiment, quand je vous disais qu'il se passe des choses, il y a des alors Freestone, qui est un cognitiviste britannique, c'est dommage, c'est comme ça, qui modélise de façon thermodynamique un cerveau,
et qui dit qu'en fait, alors c'est assez beau, il dit qu'en fait, un humain change en permanence ses représentations internes du monde de façon à ce que ces représentations soient le plus conformes possible à ce que ses sens lui disent ce qu'est la réalité. Donc je le refais, vous voyez, c'est que nous avons des représentations du monde, et en fait, en sans arrêt, notre cerveau s'arrange pour que ces représentations collent avec ce que nos sens nous disent de ce que c'est que la réalité. D'ailleurs, si on ne fait pas ça, en fait, on délire. Et s'ajuster, c'est quoi? Donc, il y a une adéquation. Je dois avoir une adéquation entre mes représentations et la réalité. Je minimise une fonction qui est une énergie libre, comme l'énergie libre, métaphoriquement, est minimisée dans la vie de tous les jours. Et à partir de cette représentation thermodynamique, eh bien, on retrouve tout un tas de résultats de la psychologie, y compris de la psychanalyse. Et c'est bluffant. C'est bluffant. Et donc on voit là aussi comment un outil formel, mathématique, dur, quoi, permet de représenter des états mentaux, et en les représentant, pas comme les font les sciences cognitives d'habitude, où ça a l'air un peu sec. On n'a jamais l'impression de retrouver un véritable humain dans ce que racontent les sciences cognitives. Sauf que là, ben, ça change. Voilà. Là, il y a une vraie rupture. On passe à autre chose. On se reconnaît dans ce qu'ils disent. On se reconnaît. Et puis, il y a les arts. Alors, bon, à chacun son truc, mais moi, j'aime bien les romans cyberpunk. Et les films. Et Matrix, quand même un truc culte. Eh ben, je pense que c'est, en termes de compréhension du sujet pensant, c'est vraiment l'œuvre qui est une rupture totale, où le Matrix dit, vous savez, les robots, en fait, se servent de nous, et en fait, nous vivons dans un monde complètement artificiel qui est créé par des ordinateurs, quelque part. Et en fait, nous ne vivons pas vraiment, nous vivons dans un univers imaginaire qui est programmé par ces ordinateurs. Mais en fait, c'est une métaphore du fait que notre cerveau crée un univers imaginaire dans lequel nous sommes. Nous ne sommes pas dans la réalité, nous, en tant que sujet pensant, vivons dans une matrice créée par notre cerveau. Et c'est incroyable que des artistes aient trouvé, il y a 20, 30 ans, ce que des cognitivistes disent exactement il y a 5 ans. Donc vous voyez, à la fois dans le monde des arts, de la science et de la technologie, on voit qu'il se passe quelque chose de très fort, où il y a qui contredit le fait qu'il y aurait une rupture épistémologique indépassable entre le fait que nous sommes des humains dans la rencontre en tant que sujet pensant, et que nous sommes aussi un corps vivant avec un cerveau éventuellement à analyser avec les statistiques. Et je trouve qu'en tant que scientifique, c'est très réjouissant, et en tant que médecin, c'est rassurant. Merci.